On a accueilli au musée Rodin ce projet par plutôt la sollicitation de Jacques Doyon, qui est venu nous présenter son propre projet, son idée de réaliser un film, et qui avait envie un peu de voir comment une collaboration pouvait s'organiser, s'imaginer, et puis aussi de peut-être un peu rebondir sur ce qu'il avait lui-même produit par rapport à l'histoire de Rodin, à la véracité, etc. Il y avait une vérité, un souci précis de se consacrer à Rodin, mais de présenter non pas un surhomme, mais plutôt le créateur en doute, en réflexion, face à son métier, dans sa façon justement d'appréhender la matière, etc. Et il se consacre d'emblée, par exemple, à 20 années principalement, et quelques avec un peu plus, en gros de 1880 à 1907, on va dire. Ce sont les années les plus productives de Rodin, celles où il se consacre à l'élaboration de la Porte de l'Enfer, une commande qui va jouer un rôle très décisif et important dans sa carrière. C'est aussi les années d'élaboration du monument des bourgeois de Calais, du monument à Victor Hugo, du monument à Claude Lorrain, et principalement aussi du monument à Balzac, qui prend une grande place dans le film. Et ce sont les années les plus productives de Rodin. Ne croyez pas qu'il vous méprise, même s'il se contente d'un juste « bonsoir, monsieur Rodin » ou « bonjour, monsieur Rodin ». Je ne crois rien. Et je m'en fiche pas mal d'ailleurs. Mais ce que je veux, c'est Hugo qui soit vrai. On ne peut pas s'amuser beaucoup avec Cézanne, avec Baudelaire, avec tous les gens. Enfin, je dis de cette époque, mais d'autres. À partir du moment où ils ont une œuvre un peu costaud avec eux, derrière eux, devant eux, autour d'eux, on ne peut pas s'amuser à les inventer. On est obligé d'inventer des choses, des fragments, des dialogues, parce qu'on n'a rien enregistré. Il n'y a aucun enregistrement, on ne sait pas la voix de Rodin. On ne la connaît pas. Donc à la fois, on ne sait rien, et ce serait quand même très léger d'inventer des gens dont on sait quand même certaines choses, et on sait l'essentiel qui est leur œuvre. À partir des œuvres, je dirais, Rodin découle de ses œuvres. Donc si on est un peu attentif aux œuvres, on doit réussir à le filmer certainement et à le faire parler pas trop mal. C'est effectivement regarder du mieux qu'on peut les œuvres, et puis savoir ce qui a été écrit à l'époque, ce qui était colporté, ce qui dans le colportage semble avoir du sens ou ne pas en avoir, décider que ça c'est de la rumeur ou que ça ce n'est pas de la rumeur, et puis c'est aussi de temps en temps que ce qui paraît de la fantaisie pour les spécialistes, cinématographiquement parlant, peut être très très satisfaisant. Du côté du musée Rodin, on ne croit pas beaucoup à la femme enceinte de 7 mois qui pose à côté du Balzac. Je crois Rodin tout à fait capable de cette fantaisie-là. Au musée Rodin, il n'y croit pas beaucoup, mais d'avoir cette femme enceinte de 7 mois nue avec un Balzac et l'arrivée de Camille Claudel qui vient d'avorter, oui,
qu'est-ce que ça m'arrange, qu'est-ce que j'aime cette image. Donc je me dis, il n'y croit pas au professeur Rodin, mais moi ça m'arrange et j'y crois. Donc à un certain moment, on n'est pas dans la statistique constamment, évidemment. Cette entaille, peux-tu la laisser, on dirait une césarienne? Bah n'oublie pas qu'il a quand même 2500 personnages dans le ventre. Faut bien que ça sorte. C'est bizarre quand même. Surtout qu'on le verra plus quand il sera habillé. Ça a donné lieu à une exploration de tout notre fonds photographique parce qu'on a une photothèque qui est très très fournie pour pouvoir approcher vraiment très près à la fois les matières, les costumes de ville, les tenues d'atelier, etc. Et aussi pour trouver un peu le casting des physionomies proches des personnages qui interviennent, que ce soit Mirbeau, Rilke, Camille Claudel, bien sûr, et puis tous les personnages que l'on voit dedans. Donc ça a été un travail qui repose essentiellement sur la photothèque du musée Rodin et pour sélectionner les différentes tenues, les matériaux, enfin les textures les plus adéquates. Et là, je dois reconnaître que le travail est assez bluffant, avec un décorum qui lui est propre, mais qui n'est pas du tout la représentation d'une photographie, mais au contraire qui est un atelier un peu inventé à partir de tous les différents ateliers que Rodin pouvait avoir. Avec un attachement aussi très particulier sur la chronologie, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'élaboration, par exemple, de la porte de l'enfer que l'on voit se construire un peu sous nos yeux tout au long du film, Jacques Doyon était très soucieux de ne pas faire d'anachronisme, de ne pas mettre des figures, vous voyez, donc il a fait tout un travail par rapport aux photographies anciennes pour essayer d'élaborer, de respecter une chronologie. Vous voyez ces sujets? Il raconte les amours de Paolo et Francesca. Et ce baiser, j'hésite encore à le laisser au milieu de toutes ces années. Ils sont bien trop heureux, bien trop joyeux pour ça. Oui. Elle, c'est la confiance. Dans la trahison. Et lui? Lui, c'est l'amoureux. L'amoureux décidé. Et impatient. On a plus de 60 000 documents qui sont les plus de 8 000 correspondants qui écrivent à Rodin de France et du monde entier. Et puis aussi quelques lettres en moins grande quantité que Rodin a lui-même écrites. On en conserve un peu moins de 1800 au musée Rodin, mais on en connaît dans d'autres fonds. Et donc c'est à partir de tous ces propos, de tous ces échanges de correspondances, et notamment les correspondances avec Camille Claudel, les échanges de lettres avec Camille Claudel ont beaucoup nourri les dialogues avec Rodin, mais aussi avec Rose Beuret en général, sa compagne. Donc en fait, on a rebondi un peu sur toute la matière dont on disposait, parce que c'est une source qui est un peu sans limite, qu'on peut exploiter un peu indéfiniment, et qui faisait toujours résonance par rapport à l'histoire que racontait Jacques. Donc à chaque fois que des propos qu'il créait des dialogues, moi ça me faisait vraiment rebondir à un document qui existait véritablement, et je lui disais, voyez ça, Rodin l'a dit exactement comme ça, avec ces mots, et Jacques a repris parfois les propos tels que Rodin les donnait, parfois il les a modifiés pour les rendre beaucoup plus fluides, ou pour les mettre en bouche, tout simplement, et parfois il en a même créé, mais qui sont tout à fait crédibles, si vous voulez, c'est sa vision à lui. Et en tout cas, il y a une part, un mélange, un savant dosage, j'ai envie de dire, entre des propos assez historiques, très historiques, d'autres un peu modifiés, et ceux de Jacques, mais complètement cohérents. Ce qui est intéressant d'ailleurs, à un certain moment, c'est film terminé, quelques mois plus tard, c'est
tout à coup une personne qui s'interroge sur mais cette phrase-là, c'est de Rodin, et vous vous rendez compte que si vous commencez à réfléchir, celle-ci, oui, elle est de Rodin. Celle-ci, elle n'est pas de Rodin, elle est de vous. Et ce qui est entre les deux, grand Dieu, d'où ça vient? C'est Rodin ou c'est pas Rodin? C'est ce qu'on a prêté à Rodin ou ce qu'on n'a pas prêté à Rodin? Et j'en sais foutre rien. Alors ça veut dire que on a dû réussir un tout petit peu en étant prudent et en essayant de sortir de l'ignorance, en disant beaucoup. On a dû à un certain moment faire en sorte que on arrive certainement à le faire parler comme il parlait, avec une grande complication, c'est qu'il y a, en simplifiant énormément, caricaturant, il y a deux Rodins. Il y a le Rodin qui est dans l'atelier, qui est chez lui, qui travaille, qui est à un certain moment à Meudon, à partir de 1893. Cet homme-là, il peut être bavard, il peut intéresser Rilke, il peut intéresser les gens, les visiteurs qu'il aime, qui viennent le voir, il peut intéresser Mirbeau, il peut... Et cet homme-là est un homme ouvert. L'autre, celui qui sort de son domaine, de son travail, et qui va dîner en ville, et là où les questions d'ordre politique, je sais pas, de toutes sortes, cet homme-là est très ennuyeux, semble-t-il. Il n'a rien à dire, il ne sait rien, et pour les gens qui sont assis à ses côtés à déjeuner ou à dîner, c'est un cauchemar. Alors, il faut essayer de faire un peu avec les deux, mais moi, c'était l'homme de l'atelier, c'est l'homme du travail qui m'intéressait. C'est vrai que Rodin, c'est principalement avant tout quelqu'un d'éprouvé par le passé et surtout de très inquiet de l'avenir en permanence. Et ça, c'est parfaitement rendu justement dans le film, dans l'idée de ne pas en faire un super-héros, de ne pas en faire un monstre sacré d'emblée, mais de montrer toutes les phases, toute cette construction de Rodin, cette élaboration dans son processus créatif, certes, mais aussi dans sa personnalité, c'est-à-dire en tant qu'homme, et comment Rodin vit la célébrité, les scandales, les affaires, et puis son investissement total à la fois dans son travail et puis une certaine réserve quand même en tant qu'homme, parce que c'est pas quelqu'un de l'oral, c'est pas quelqu'un qui s'engage forcément politiquement, mais c'est quelqu'un à 100% consacré exclusivement à son métier. Et ça, c'est parfaitement rendu, notamment dans cette atmosphère. Je trouve que Rodin en sort, comment vous dire, avec une figure de génie, mais éminemment solitaire. Le souci de Jacques Doyon, c'était surtout de montrer Rodin dans sa réalité, c'est-à-dire dans son travail et dans son quotidien, c'est-à-dire confronté à la matière et à sa création. Regarde. Tu vois son équilibre et comment elle tient. Si j'étais un immense sculpteur, elle volerait encore davantage. Et le bout de son pied ne toucherait même plus le sol. Rodin, sculpteur, c'est un homme qui ne sculpte pas, qui a sculpté, mais à partir du moment où il travaille avec la glaise. C'est pas lui qui va s'occuper de faire en sorte que ce qu'il a sorti de la glaise, ça va devenir du marbre, de la pierre. Ce qui est intéressant, c'est de le voir travailler, c'est de voir comme, évidemment, il y a aussi une sensualité infiniment plus grande. C'est un peu... La glaise, c'est comme une peau, enfin, c'est un peu peau contre peau, enfin. Ça ramène au tout début de toute création, de Prométhée à Dieu. L'homme, il est créé comment? Il est créé avec la poussière de la terre, il est créé avec de la boue, il est créé avec de l'argile, donc là, on est chez le créateur, chez un créateur, parce que c'est vraiment là, c'est avec cette matière-là que l'homme, que la femme, Rodin aussi, est créé. Donc ça, oui, ça, je voulais le montrer, ça me paraissait toujours un peu curieux dans beaucoup de films
tendance biographique sur des peintres, sur des artistes, de voir combien finalement on les voyait quasiment jamais travailler. Et le travail m'intéressait beaucoup. Et c'est pour ça que finalement il y a eu un apprentissage long de Vincent. Alors, le travail de Vincent Lindon a été un investissement total de sa part. D'emblée aussi, on lui a donné le nom d'un professeur de sculpture parce qu'il voulait se confronter à la matière et il fallait que cette expérience et ce jeu d'acteur passe aussi par son corps. Ça, c'était vraiment très clair et c'était une demande de sa part. Et il s'est consacré à la sculpture de façon totale, quoi, une immersion, on va dire. Cette façon de tourner autour de la sellette, de tourner autour de la figure, d'aller par ajout de matière et suppression de matière, etc. C'est cette fameuse technique des profils qui était chère à Rodin. Et puis ça a été aussi des discussions, des milliers d'heures de discussions pour essayer d'infuser un peu toute, j'ai envie de dire, l'alpha et l'oméga de la vie du sculpteur, quoi, sa propre vie, c'est-à-dire que ça lui devienne un peu naturel, quoi. Je pense qu'ils sont tous les deux, avec Rodin, je trouvais une dimension très, très intuitive, très instinctive. Je trouve que Vincent Lindon, il a un côté très animal, vous voyez, et ça c'était très proche de la façon de voir de Rodin. Vincent, il y a quelque chose, je dirais, d'animal, mais plus exactement, pas mal d'êtres humains, et surtout pas mal d'hommes, ont appris à maîtriser leurs sentiments et leurs émotions. Vincent, par chance, et peut-être pas seulement par chance d'ailleurs, mais quand les émotions le traversent, quand les sentiments le traversent, immédiatement, le corps parle. Alors, d'avoir un corps qui parle par rapport à Rodin, qui lui sait aussi faire parler les corps, il me semblait qu'il y avait une belle correspondance là, et que ça allait tout à fait bien fonctionner. Tu sens? Ce sont que des petits soubresauts, des petits chaos. C'est ce qui rend l'âme si vivant. Toutes ces petites facettes admirables. On y croirait pétris sous des caresses et des baisers. Il n'y a que chez les Grecs qu'on trouve cette adoration pour la beauté du corps humain. La vie amoureuse de Rodin est assez facile à reconstruire par rapport aux témoignages et à toutes les sources historiques qu'on peut avoir. Maintenant, c'est toujours un peu délicat parce que Rodin souffre forcément d'une vision, d'une réputation en tout cas, d'une vie très débridée, d'une vie amoureuse très débridée, mais qui lui vient après Camille Claudel, surtout après sa relation avec Camille Claudel, et on comprend bien, je trouve, dans le film, cette histoire, cette passion amoureuse avec Camille Claudel tout à fait exclusive et qui bouleverse complètement Rodin. Et puis c'est après, effectivement, que Rodin s'autorise en fait, à aller explorer un peu toute la force, toutes les possibilités expressives du corps féminin. Mais après cette relation et cet épanouissement amoureux qu'il a connu avec Camille Claudel et qui est vraiment très important dans sa vie. Et peut-être on peut dire aussi que c'est un peu la seule véritable femme qui ait pris le pas un peu qui s'est imposée dans son atelier. C'est-à-dire qu'elle compte, et son avis compte pour Rodin. C'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision sans... c'est ce qu'on raconte, et notamment Mathias Morart qui raconte ça dans ses écrits. Eh bien, Rodin ne prend pas de décision sans l'avoir consulté.
Et pour Rodin, lui-même témoigne en disant que ce sont les périodes, les plus grandes joies artistiques, cette période avec Camille Claudel. C'est une période véritablement d'émulation, de partage. J'ai une idée, je voudrais essayer. Je voudrais faire ça à ta jeune fille d'un rock. Peut-être après, qui sait, elle offrira sa main droite à ma jeune fille. Pour ça, il faudrait que ta jeune fille lui plaise. Et si elle ne lui plaît pas? Elle lui fracassera le crâne avec sa main droite. Tu seras mon meilleur élève. N'hésite pas à me demander conseil si tu rencontres un problème. L'interprétation de Camille Claudel telle que Jacques l'a voulu la retenir est très fidèle à Camille Claudel. On retient souvent et trop souvent à tort, à mon avis, uniquement la période un peu hystérique de Camille Claudel, alors que c'était un tempérament très fougueux, très moderne, et qui est parfaitement interprété notamment par Isia Higelin, qui donne cette modernité, cette fraîcheur au rôle. Elle avait un côté très ludique, une façon, un goût pour la raillerie. Elle était... voilà, c'est une chipie un peu en quelque sorte, Camille Claudel. Isia, c'était une évidence parce que ce qui m'apparaît comme une espèce d'évidence, c'est que c'est quelqu'un qui a eu une fantaisie très grande. S'il n'avait pas cette fantaisie très grande, je pense qu'elle n'intéresserait pas l'austère M. Rodin. Et puis, sa fantaisie est tellement forte qu'on peut imaginer qu'il y a quelque chose de brûlé qui fonctionne avec. C'est une... Je pense qu'Isia pouvait rendre ce côté brûlé qui deviendra quelque chose d'infiniment brûlé, puisque on sait l'avenir, le destin qui vont enfermer cette pauvre Claudel. Ta Rose est venue me chercher des noises ici. Je te préviens, si ta mégère revient une fois, c'est fini, on se voit plus. Paul va prendre ses nouvelles fonctions à New York. Le frère bien-aimé s'éloigne de la sœur que tu as déshonorée. Tiens, je me suis amusée à vous dessiner. Je crois que tu as ton avantage. Le collage. Ah, c'est vrai que ça tient. T'as voulu t'accrocher à l'arbre. Ça se décolle pas. Alors Rose, c'est la compagne diligente des heures un peu difficiles. C'est la compagne, oui, c'est celle... mais malgré tout, il y a quand même une certaine complicité, malgré tout une forme de fidélité, même si forcément elle est à prendre avec, bien sûr avec des guillemets, mais c'est la femme qu'il ne quitte jamais, c'est celle qui a accepté absolument tout, qui n'est jamais dans la revendication et qui le laisse devenir sculpteur. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avait laissé, lui a fait confiance. Rodin évolue, d'emblée, c'est pas facile. D'emblée, on peut pas imaginer que le parcours de Rodin et la célébrité qu'il va atteindre. Donc, il rate par 3 fois le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts. Les années vont être dures, il n'y a pas beaucoup d'argent, et elle accepte absolument tout, sans rien lui reprocher, pour qu'il suive eh bien, son parcours de créateur. Alors l'incarnation de Rose par Séverine Canel est très juste, même si la ressemblance physique, on ne peut pas dire que ce soit dans la même gabarit, la même corpulence de personnage, et pourtant elle est très juste. Il y a un côté un peu sauvage, un peu rustre, mais qui est en même temps très révélateur et très proche de cette femme qui est quand même assez soumise et qui accepte ce que Rodin lui donne, mais qui souffre aussi. Monsieur Rodin, tu t'es marié. Monsieur Rodin se marie avec sa Claudel.
et le faire part. C'est pour la prochaine lettre. Je te réponds même pas. Poste restante. Je pense que c'est important de dire que il va finir sa vie avec Rose et que c'est Rose, c'est de là d'où il vient et qu'il ne reniera jamais ça. Ça ne veut pas dire que la passion avec Claudel n'est pas la chose la plus importante dans sa vie. D'un point de vue sentimental, il ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais on ne lâche pas quelqu'un qui a été là au début, qui a partagé la misère avec vous. On pourrait, mais lui ne le fait pas. Je pense que les racines de Rodin, elles sont là, ce sont les mêmes que Rose. Donc, montrer que ce qui est exceptionnel, hein, avec Rousseau, il n'y a pas tellement d'exemples de gens qui sont issus du peuple et qui réussissent à devenir des maîtres. Il y a très peu d'exemples. Donc, montrer ça, peut-être parce que je viens d'un milieu modeste, peut-être que ça me touche un petit peu plus. Mais montrer ça, je pense que c'est important, parce que sinon, je crois qu'on peut saisir la beauté des œuvres de Rodin, mais on ne peut pas saisir qui il est vraiment. À force de ne penser qu'à mon travail, je deviens un type grossier. Je suis trop dur avec toi, Rose. Tu sais, Rose, Dieu m'a fait un très grand cadeau en te mettant près de moi. Et ce que je te dis là, sois gentil de le mettre dans ton cœur. Le cinéma, c'est toujours ça. C'est une question de foi. Ce qui veut dire que la recherche du côté de l'écriture, c'est effectivement une recherche d'une vérité. Et alors, sur le tournage, ça devient encore plus grand parce que là, il faut que les scènes vous apparaissent comme des scènes crédibles, plausibles, afin qu'elles puissent vous toucher. Et elles ne peuvent vous toucher, bien sûr, que si elles vous paraissent vraies, enfin, plus que vraisemblables, vraies, justes. Mais ça, c'est pas seulement les mots, c'est pas seulement les mouvements de caméra, c'est la force d'interprétation des acteurs aussi. À la fois, les mots sont là, mais en même temps, c'est un travail musical, c'est-à-dire qu'à partir, comme je le dis trop souvent, à partir des mêmes notes, vous obtenez la pire musique et la plus belle des musiques. Donc là, vous avez besoin, pour y croire, de trouver de la bonne musique de la scène, et pour ça, il vous faut quelques prises, parce que la prise est à chercher. Et là, on retrouve un peu le travail de Rodin, parce que si je ne pense pas que, heureusement, qu'il n'a pas donné à sculpter son premier Balzac. Heureusement qu'il n'était pas satisfait, qu'il avançait, et que seulement après 7 ans qu'il a pu se dire oui, voilà, j'y suis. Cette fois, je te tiens. Si seulement tu voulais bien accepter ton corps. C'est pas parce que Zola m'a obtenu cette commande que ça lui donne le droit de me harceler. Je te finirai quand je pourrai.
très contente que, que le premier film qui soit consacré à Rodin soit fait par quelqu'un comme Jacques Doyon, parce que j'aurais peut-être regretté que, je sais pas, une production américaine avec des figures un peu trop dans des proportions, dans des disproportions, on va dire, pour essayer de rendre l'atmosphère encore plus mythique de l'atelier, encore plus fantasmé de tout cet univers du créateur. Bah, je trouve que lui l'a fait d'une façon avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de justesse, et qu'il s'est approché au plus près de Rodin. Et ça le rend à la fois, enfin, je veux dire, ça n'enlève rien à la grandeur de l'artiste, à son génie, et ça le remet aussi dans cette solitude absolument inhérente au créateur et qui est assez saisissante au final.